Bonjour à tous. Je vais à lourde tâche d'introduire mes deux voisins brillamment reconnus sur la question de l'espace public. Et si j'interviens aujourd'hui, c'est à ce titre justement d'avoir aidé Michel à coordonner ce dossier sur les avatars du concept d'espace public. Alors il a paru judicieux peut-être pour commencer de retracer brièvement l'archéologie du projet, initié il y a presque 3 ans maintenant quand même. Il s'est tout d'abord manifesté en décembre 2009, donc avec l'organisation de 2 journées d'études. Si tout va bien, dans 1 mois ou 2, on devrait voir la publication donc papier d'un certain nombre d'articles, 11, dans les cahiers Sens Public. Donc avec 11 auteurs qui abordent chacun des aspects assez différents de la notion d'espace public. Et donc la question de départ qui était peut-être un peu provocatrice était la suivante: a-t-on enterré l'espace public? Enquête sur les avatars récents d'un concept. Donc ces journées étaient un peu basées sur 2 idées fortes. D'une part, c'était que la notion d'espace public connaissait une certaine relégation, du fait notamment de son association paresseuse, pour reprendre un de tes termes, Michel, là, que tu vas développer, je pense, un grand nombre d'autres concepts. Donc on l'associait facilement à l'idée de société civile, par exemple, à la question de la sphère publique, de la participation, se développer aussi des usages sphère publique religieuse ou espace public religieux. Et finalement, à force d'association, le sens même de cette notion commençait à s'étioler et sa force heuristique pour décrire quelque chose d'un petit peu précis et porteur commençait à disparaître, voire parfois à détourner le sens même de la notion. Donc une relégation se traduisait aussi par une moins grande attention portée à la question de l'agir public et de la capacité politique des publics, au motif un petit peu d'une complexification croissante de la réalité sociale, complexité qui légitimerait de plus en plus le recours à des experts décidant pour une masse ignorante, voire, dans le pire des cas, une masse ignare. Donc les questions financières notamment pouvaient assez bien illustrer cet élément. Et l'autre axe d'interrogation qui était au cœur du projet, c'était l'usage de plus en plus courant de ce concept dans des contextes socio-historiques très divers et différents du contexte d'émergence de la notion. Donc notamment l'Afrique occidentale, l'Afrique de manière générale, l'Iran, le Moyen-Orient. Et la question n'était pas tant de se prononcer sur la pertinence ou la non-pertinence de cet usage dans tel contexte, mais plutôt d'examiner en quoi cela modifiait la notion, qu'est-ce que ça a apporté, en quoi cela l'enrichissait, et comment on pouvait justement traiter et s'interroger sur ces usages un petit peu divers. Donc c'est pour ça que dans les textes les auteurs qui ont été invités, il y avait une grande attention notamment à faire venir des chercheurs qui travaillent dans des contextes assez différents, donc en Afrique, donc en Iran. On a un travail sur les conseils de quartier en Iran, un travail sur notamment un petit peu les mobilisations populaires en Argentine, ou sur les espaces publics religieux en Afrique de l'Ouest. Donc 2 ans plus tard, est-ce que ces questions sont toujours d'actualité? Je crois qu'en partie elles le sont. Évidemment, il y a des choses qui se sont rajoutées depuis. L'idée de cette délégitimation de la capacité citoyenne d'animer l'espace public, je pense, demeure toujours, avec cette montée en force de l'économie comme une sphère autonome un peu inaccessible et dont les soubresauts sont à subir par tous, sans grande possibilité de les interroger, voire même de les remettre en cause. Mais il y a l'année 2011, et vous en faisiez mention tout à l'heure par rapport aux indignés, qui a remis un petit peu en question pas mal de notions, notamment sur les formes de protestation, de mobilisation et aussi de production d'un espace public différent. Donc je pense au mouvement des indignés, mais aussi notamment avec tout ce qui s'est passé dans les pays arabes, avec ce printemps arabe et cet automne islamiste, comme les médias se sont plu à le présenter. Donc la question ici, et ce que je vais essayer de faire par rapport à cette présentation du dossier, c'est pas de résumer tous les textes un par un, mais c'est d'essayer d'en sortir quelques grands axes et interrogations qui pourraient justement nous aider à répondre à la question qui est posée sur cette articulation entre mouvements sociaux et espace public. Alors pour reprendre la petite note de présentation, est-ce qu'il s'agit de concevoir l'espace public comme une sorte de réceptacle, d'espace dans lequel se déploient les mouvements sociaux? Cette perspective a comme conséquence de réfléchir l'espace public en termes d'accès, de conquête, voire d'occupation, et faire plutôt pencher l'analyse sur les techniques d'occupation d'un espace et les succès relatifs des différentes mobilisations en la matière. Donc c'est une vision qui n'est pas très peu mobilisée dans les dossiers, dans les textes dont il sera fait part,
Dans l'introduction aussi était posée la question de l'échelle, à savoir peut-être que la question de l'échelle publique, l'échelle de l'espace public permet de répondre à la question de l'échelle du mouvement social ou de la mobilisation. Et enfin, le résumé aborde l'espace public comme la production et la conséquence de la capacité instituante d'un mouvement social. C'est-à-dire que ce dernier institue un nouveau rapport de force, institue un nouvel espace public. Ce n'est donc plus un espace public qui préexiste, mais au contraire un espace public qui devient une des conséquences du mouvement social. Donc, dans une telle approche, il n'est plus possible de poser la question de la conquête de l'espace public. Même le plus brillant des stratèges ne peut pas conquérir ce qui n'existe pas. Mais par contre, cela renvoie, comme il est rappelé dans le titre même de séminaire, de la nature de l'espace public ainsi produit et qui est peut-être justement source de renouvellement de l'étude des mouvements sociaux et d'attirer le regard sur des choses qui autrement ne peuvent difficilement apparaître. Donc, tout d'abord, ce qui ressort de ces dossiers, alors je vais aussi essayer, si j'en ai le temps, je ne sais pas, de faire peut-être un petit point sur la fin sur la place des médias dans un tel questionnement, parce que c'est aussi un de mes sujets de réflexion, bien que mon travail porte essentiellement sur les médias en Afrique subsaharienne, mais essayer de voir justement comment cette articulation mouvement social et espace public peut poser aussi la question du rôle des médias qui s'en retrouvent aussi renouvelés. Alors tout d'abord, les textes, vous allez peut-être être un peu étonnés, enfin étonnés non, mais en tout cas sont très divers. Ils font preuve d'une grande diversité. Je ne vais pas vous en faire un résumé promis de tous un par un, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire une petite note quand même sur chacun pour vous montrer un peu l'étendue des dégâts. Donc il y a un texte notamment qui parle de la mémoire de l'agir public, qui est manifestée dans les premiers moments de la révolution soviétique. Cette mémoire de l'activité de débat, notamment dans les soviets, et qui sera consciencieusement écrasée et oblitérée par l'histoire officielle. Les textes abordent aussi la foi inébranlable de la part des jacobins anglais en la capacité politique de tous, la capacité du plus grand nombre, et les vertus d'un espace public plébéien, donc un texte développé par Martin Braud. Il est aussi question de l'espace public oppositionnel, aussi bien dans les rues de Paris avec les lycéens qui manifestent contre le CPE qu'avec les manifestants d'Argentine avec des casseroles. Donc ça, c'est le texte d'Alex Neumann. Il est question aussi des espaces de discussion au sein des conseils de quartier de la municipalité de Téhéran, donc une expérience anthropologique et sociologique suivie par Sahar Saïdenia. Il est aussi question des effets inattendus d'espaces publics que l'auteur Mathieu Hilgert appelle des espaces publics de spectacle, qui sont développés dans des régimes semi-autoritaires et qui sont faits pour finalement obtenir la légitimité de la communauté internationale, mais qui finalement sont clôturés et sont verrouillés de chaque côté. Il est aussi question des expériences d'agir public de certaines femmes musulmanes portant le voile dans les hôpitaux publics français, faisant ainsi sans le vouloir et de manière individuelle acte d'action publique, marquant le paysage une acceptation différente de l'être ensemble. Il est aussi question du courage des sans-papiers qui luttent non pas pour être reconnus comme tels, mais tout simplement pour être visibles. Donc c'est le texte d'Étienne Tassin que je ne développerai pas trop. Et enfin, il est aussi fait question du discours et de la confusion entretenue entre société civile et espace public dans les discours de la coopération internationale et qui finalement entraîne l'impossibilité de voir les actions qui dérogent aux grammaires et aux registres d'action convenus. Donc c'est un texte développé par Michel. Il est aussi question des espaces publics religieux que je ne développerai assez peu ici. Donc grande diversité donc, de terrains, de formes de textes, grande diversité aussi donc, de terrains, grande diversité de termes. Vous avez vu que j'ai déjà utilisé toute une série de notions un petit peu différentes, notions espace public oppositionnel, espace public plébéien, espace public politique, espace public liminaire dans un contexte autoritaire, etc. Mais malgré cette différence et cette richesse, se dégage un certain nombre d'éléments qui peuvent être portés au débat ici pour nourrir justement la question qui nous interroge. Alors le premier grand élément, qui est partagé par l'ensemble des textes, c'est le dépassement de l'espace public habermasien. Il ressort de tous les textes étudiés la volonté de dépasser la notion habermasienne de l'espace public. Les critiques de l'aspect normatif de cette approche ne sont pas à repréciser ici,
mais elles irriguent néanmoins le dossier, surtout dans les manquements d'analyse auxquels conduit une telle approche. Les textes cherchent tous, en tout cas travaillent sur un autre type d'espace public, l'espace public habermasien étant un petit peu vidé très largement de ses vertus politiques pour devenir un espace de légitimation, de décision collective, caractérisé par une recherche du consensus, un accent sur le respect des procédures de décision, et qui finalement conduit à légitimer des décisions bureaucratiques et administratives. Donc une des premières choses dont les textes cherchent en tout cas critiquent, c'est cette notion, le volet d'espace bourgeois de l'espace public habermasien. On retrouve la fameuse critique de la cécité d'Habermas à des espaces populaires, instaurant eux aussi des formes de débat, mais selon d'autres modalités. Donc on retrouve ces critiques de manière assez évidente, notamment dans les textes d'Alexander Neumann, qui développe ici la notion d'espace public oppositionnel à la suite d'Oscar Necht. Et donc pour Neumann, l'espace bourgeois est assimilé en fait à l'espace de discussion un peu mainstream, donc notamment les débats parlementaires, les médias, qui sont importants mais qui sont incapables en fait d'intégrer certains types de revendications. Et cet espace public bourgeois donc, est associé aux espaces institutionnels de décision et sont présentés comme des espaces routiniers de délibération, mais du coup orientés vers une certaine reproduction des forces de pouvoir. D'où la nécessité qu'ont des acteurs de créer des espaces publics oppositionnels mobilisant d'autres ressources, d'autres acteurs et d'autres modalités de fonctionnement. Donc l'espace public oppositionnel, même si l'on peine parfois à bien reconnaître les limites et la nature de cet espace, se présente à vrai dire, et c'est peut-être l'intérêt, comme un espace de protestation en dehors des espaces institués. Ce sont des espaces qui abritent certes une contestation, mais aussi s'opposent à l'espace public bourgeois, considéré comme un bastion conservateur, mais qu'il s'agit non pas de concurrencer, mais tout au moins d'influencer. Et c'est ça la relation un peu originale de cette notion. C'est que les espaces publics oppositionnels cherchent essentiellement à influencer l'espace public bourgeois auquel ils s'opposent. Ils veulent un petit peu le challenge comme on dirait en anglais. Et ce n'est pas non pour le remplacer, mais pour le mettre en question. Et c'est donc revendique le droit de le modifier. Donc dans l'exemple que l'auteur donne, les espaces publics oppositionnels ne cherchent pas tant à instituer un nouvel espace, mais plutôt à influencer l'espace de décision de référence. On verra que dans d'autres approches, les espaces publics produits ne s'opposent pas tellement à d'autres, ou ne se déterminent pas par rapport à quoi ils s'opposent, et se définissent plutôt simplement par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils cherchent à instituer, alors que l'espace oppositionnel se définissent par rapport à l'espace bourgeois auquel ils s'opposent. Et là, on voit déjà se distinguer différentes natures d'espaces publics créés en fonction des différentes mobilisations étudiées. Le deuxième grand élément de dépassement de l'espace public habermasien, c'est la dimension discursive de l'espace public et qui est remplacée. En tout cas, l'accent est mis dans les textes ici non pas sur l'aspect discursif, mais plutôt sur l'espace public fait d'action, un espace fait d'agir politique. L'aspect discursif, certes, demeure et reste important, mais il est largement insuffisant. Donc du coup, l'espace public qui apparaît n'est pas tant un espace de formation de l'opinion raisonnable, mais plutôt un espace de réalisation, un espace d'agir, impliquant notamment la matérialisation des corps. Je reviendrai peut-être sur cette idée de réintroduction des corps, mais l'idée veut que cet espace finalement de réalisation demande justement une matérialisation du corps dans l'espace public. Les deux exemples récents d'action collective, bien que fondamentalement influencés notamment par les réseaux sociaux, ont néanmoins donné lieu à des manifestations des corps dans l'espace. Le mouvement des indignés a été finalement caractérisé par cette occupation des corps de certains espaces et qui a finalement permis cette manifestation de la puissance publique collective, comme dirait Arendt.